Aujourd'hui, nous rendons hommage à une légende du cinéma français qui vient de nous quitter, Alain Delon. Eh oui. Et oui, tout le monde part. Acteur incontournable, figure du cinéma des années 60 et 70, et même 80 pour les nanars, je crois qu'on peut le dire. Delon a marqué des générations par son charisme, son talent et ses rôles inoubliables dans les films devenus des classiques. Dans cet épisode, nous vous invitons à plonger dans la carrière de cet acteur emblématique, donc à travers une analyse de 2 de ses films les plus marquants, Plein Soleil et Monsieur Klein. Ouais. Et pour en parler, eh bien, nous sommes 3. Nous avons Patrice. Bonjour. Nous avons Odile. Bonjour. Et nous avons moi-même. Bonjour. Mais bonjour. Donc, Jérémy, Pour ne pas le nommer. à vos ordres. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on est des passionnés du cinéma ? Patrice, est-ce que tu es un passionné du cinéma ? Oui, certainement. Oui ? Depuis quand ? Depuis tout petit. Depuis première année du primaire, je pense. Ah oui, ça t'est venu comme ça, tout à coup. Ouais, une révélation divine, tu vois. Est-ce que ça a été un refuge pour toi ? Parce que ça l'est souvent pour les personnes qui sont passionnées. Ouais, c'est vrai. Peut-être. Je pense que les livres et le cinéma, c'était des refuges. La vie est dure parfois, donc on a besoin de se cacher un peu. Donc c'est ton côté un peu rêvasseur, quoi. Ouais, c'est ça. Hein, tu Exactement. rêvassais avec les films. Est-ce que tu t'imaginais en personnage ? Oui, sûrement parce que j'adorais, tu sais, les films d'aventure, romans d'aventure, donc inévitablement on se projette, on voyage avec ces personnages-là. Et toi, Odile ? Alors moi, passionnée, je pense que je l'ai été à un certain moment. Je le suis beaucoup moins maintenant parce que je vois quasiment plus de films ou je revois d'anciens films. Et ça m'a pris aussi assez tôt. Bon, je sais pas le dire exactement comme peut le dire Patrice, mais peut-être avec, comme toi, Jérémy, avec les fameux films du dimanche soir. Ah oui, la télé donc. Ouais, Ta cinéphilie a été construite. Par là, ouais. Parce que avec mes parents, on n'allait pas au ciné, ou alors pour voir les super grandes productions de l'époque. Ça. C'est vrai qu'on est déjà des enfants de la télé. Ouais, c'est vrai, on est de notre génération. Donc une petite cinéphilie, Odile. Oui, non, comme je viens de le dire, j'étais passionnée, j'allais peut-être 3 fois par semaine au cinéma quand je suis devenue adulte, jusqu'à il y a une 20aine d'années, je dirais, quelque chose comme ça. Et après, je pense que ça correspond un tout petit peu avec mon arrivée au Mexique, où j'ai commencé à voir des DVD pirates. Là, j'en ai vu pas mal. Et après, j'ai lâché prise parce que pour moi, il y a trop de production, il y a trop de choses. Je m'y perds un peu et j'ai plus envie, quoi. Okay. Je préfère me retourner. Je crois que je suis arrivée à un âge où je me retourne un petit peu. C'est vrai qu'on oublie cette modalité, mais le Mexique nous la remémore. C'est la question du piratage, des DVD pirates. C'est vrai que ça permettait d'avoir un accès massif à tous ces films, et souvent des films de l'étranger qui étaient impossibles à voir ici. Et de bons films. Moi, j'ai rencontré vraiment, j'ai trouvé, des films qui étaient vraiment super intéressants, de petites productions, des choses assez étonnantes. Moi, je me rappelle être allé plutôt assez souvent à Léon. Il y avait un type à la Plaza de la Tecnología. Si. Qui avait, donc tu connaissais, oui, qui avait un catalogue de cinéphiles, de films marquants, très souvent classiques, mais même des films expérimentaux, enfin à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer à l'époque. C'est vrai. Et alors c'était fabuleux, parce que j'arrivais là, je m'achetais 10-15 DVD que je dégustais après assez rapidement en fait. Mais c'est vrai que les DVD pirates, faut être honnête, ici au Mexique du moins, ça constitue quand même une grande part de notre catalogue personnel. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'il n'y avait pas tellement de films. Il y avait le ciné-club de l'université de Guanajuato, mais à part ça, c'est ça, pas tellement de diversité dans les films à l'affiche. Au ciné-club, c'était un petit peu pour revoir des films, parce que 2 choses vraiment incroyables qui sortaient de ce qu'on avait l'habitude de voir, non, je crois pas qu'il y a eu tellement, non. Ça marchait comme une cinémathèque avec des cycles. Exactement. C'est vrai. Bon, très bien. Eh bien, que vous soyez un inconditionnel d'Alain Delon, alors je sais pas s'il y en a en fait des inconditionnels d'Alain Delon. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est sur mon texte, mais...
En vérité, je crois que de par sa mort, je me suis mise à revoir des films et à redécouvrir un petit peu parce que je pense que tous les films que j'avais pu voir précédemment, je les ai vus il y a très très longtemps. Donc j'avais un petit peu oublié et c'est pas franchement un acteur qui m'émoustillait beaucoup, à part qu'il était magnifiquement beau. Vous voyez, c'est là que c'est intéressant, parce qu'en fonction des réalisateurs, on remarque qu'ils arrivent plus ou moins à capturer cette beauté. Non, mais bon, en l'occurrence, je pense que tu as parlé de charisme tout à l'heure dans ta présentation. On peut voir le charisme de différentes formes, non ? Charisme où la personnalité rejaillit sur les autres, et dans son cas, c'est pas du tout ça, parce que c'est un type qui est vraiment d'une froideur absolument incroyable. Et je pense que son charisme, à travers la caméra, passe par d'autres choses, et justement par sa beauté. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Tu peux trouver quelqu'un d'extrêmement beau, mais qui, devant une caméra, va valoir que dalle. Félinité, c'est un mot qui revient souvent dans les commentaires des critiques et des fans. Plein soleil est une ode à sa beauté physique, à sa félinité enjôleuse et terrible. Bon, peut-être à cause du guépard. Oui, aussi, oui, c'est un peu facile à la limite, on pourrait dire. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté félin, genre un petit côté antipathique comme ça, mais beau. C'est vrai que les chats ont cette qualité. Voilà, ils ressemblent effectivement à un chat. Sauvage, trop indépendant et trop... C'est ça. C'est un grand solitaire, Alain Delon, et c'est vrai que c'est parfaitement capturé dans Le Samouraï, par exemple. Ouais. Je sais pas vous, mais moi, il me rappelle un peu, en version homme, Catherine Deneuve. C'est-à-dire Catherine Deneuve, il y a une froideur comme ça. Elle est très très belle, hein, elle est magnifique. Mais vraiment, c'est pas... je me rappelle, il y a quelques années, les Français l'avaient choisie comme... Marianne ? Non, comme grand-mère idéale. Ah, c'est bizarre. C'est un peu froid quand même, comme grand-mère, quoi. Ouais, le célèbre commentaire de Depardieu qui disait « Catherine Deneuve est l'homme que j'aurais voulu être ». Ça parle aussi de son côté autoritaire et froid, non ? Puisqu'on va parler des qualités et des défauts d'Alain Delon, commençons par dérouler un petit peu sa vie pour savoir de quoi il en retourne. Peut-être que, après tout, on ne fonctionne que sur les clichés, parce que c'est vrai qu'Alain Delon, ça fait longtemps qu'il nous accompagne. Et donc forcément, c'est devenu pas seulement cette icône du cinéma, mais aussi une icône de la télé, une icône de la culture pop, et peut-être qu'il nous a un petit peu échappé. Alors je crois que Patrice, tu nous as préparé quelque chose. Ouais, une petite biographie d'Alain Delon. Un parcours un peu de sa vie, de sa carrière, et puis après on va parler plus en détail avec vous deux de deux de ses films. Donc il est né en 1935, il a une enfance pas facile, ses parents divorcent quand il a seulement 4 ans, et à partir de là il va d'abord dans une famille d'accueil, ensuite dans différents pensionnats. Finalement il retourne vivre avec sa mère et son beau-père, mais donc l'enfance et l'adolescence est difficile. Après, pendant l'adolescence, il est placé en apprentissage avec son beau-père qui est charcutier. Mais donc, évidemment, ça ne l'intéresse pas tellement. Et puis, la solution pour échapper à ça, c'est de s'engager. Et donc, à 17 ans, il s'engage dans la marine. Mais avant de vous parler de ce moment-là, deux anecdotes amusantes de son adolescence. À l'âge de 14 ans, il a participé à un petit court-métrage en 8 mm. Et déjà... donc, il faisait déjà le rôle d'un bandit et il se faisait tuer, il se faisait flinguer à la fin, comme ça allait lui arriver dans 27 de ses futurs longs métrages. Donc ça, c'est déjà prémonitoire. Et aussi, à l'âge de 15 ans, il fait une fugue avec un de ses amis. Les deux veulent aller à Chicago, imaginez-vous donc, mais ils se font rattraper. Ils sont encore en France, ils se font retourner chez eux. Mais donc, à 17 ans, il s'engage dans la marine. Et c'est l'époque de la guerre d'Indochine. Et donc, il est envoyé... il est en Indochine. Et là, il commence déjà à montrer sa rébellion, enfin, son caractère, son côté un peu voyou. Parce que, à un moment donné, il vole une Jeep qui se retrouve abandonnée dans un fossé. Donc, il se fait... bref, il passe la journée de ses 20 ans en prison
en Indochine. Donc, il a déjà ce côté-là assez rebelle. Alors, Patrice, juste peut-être pour nous remémorer un petit peu, qu'est-ce que c'est l'Indochine? Parce que finalement, c'est un peu passé à la trappe comme guerre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'en ai parlé à certains de mes étudiants et puis ils ne savaient pas trop que l'Indochine, enfin le Vietnam avait été une colonie française et que ça avait été une guerre de libération contre les Français, quoi. Avant d'être une guerre américaine, c'était une guerre française. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le Vietnam, on a maintenant dans nos esprits, on a ces images américaines de ces très grands films qui ont été tournés. Et peut-être un peu moins les images de la guerre, parce que c'est vrai que le cinéma a pris le pas sur la réalité comme souvent. Mais on a eu notre Vietnam. On a eu notre Vietnam en France, qui a duré assez longtemps. Il me semble que ça a duré 9 ans, peut-être 9 ans. Et c'était avec les mêmes ennemis, on va dire, que les Américains, puisque c'était Ho Chi Minh. Et c'était déjà donc l'insurrection communiste, donc soutenue par la Chine et la Russie. Indochine, c'était pas seulement le Vietnam, c'était aussi Laos. Laos et Cambodge. Cambodge, principalement. Voilà, qui vont aussi tomber sous le joug communiste peu après. Ok, donc c'était quelque chose, disons, pour les jeunes Français, c'était à l'époque une grande possibilité d'aller à la guerre soit en Indochine, puis après en Algérie. Oui, c'est vrai. Donc juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc on n'a pas vraiment eu de pause au niveau des guerres en France. On a fait directement, il me semble que Indochine, ça commence 46. Aussi vite que ça? Il me semble que pas c'est 46. 52, non? Je crois qu'il y a des escarmouches dans la deuxième moitié des années 40, mais que ça commence vraiment au début des années 50. Oui, non? ça a dû être progressif, ça a dû commencer par des petites rébellions. Bon, c'est-à-dire qu'il y avait la présence française de toute façon. Coloniale. Voilà. Donc c'est vrai que c'était l'épisode de la guerre, finalement, c'était un passage obligé pour la jeunesse française de l'époque. Donc il l'a connu. Ouais. Mais donc, c'était pas le service militaire, il s'est engagé volontairement. Mais il n'a pas combattu, d'après ce que j'ai pu voir. Il était sur un bateau. Je sais pas exactement ce qu'il faisait, d'ailleurs. Mais donc, bref, il retourne en France en 1956. Et là, il fait différents jobs. Il est serveur, il est manutentionnaire aux halles. Puis après, il commence à fréquenter à Montmartre et à Pigalle. Donc, là aussi prémonitoire de ses futurs films policiers, il commence à fréquenter un peu la petite pègre, des souteneurs, des prostituées. Et il dit qu'il a été fasciné à cette époque-là par leur sens de l'honneur, leur honnêteté. Enfin, donc ça, c'est un épisode intéressant qui ne dure pas très longtemps. Mais il rencontre aussi, à Saint-Germain-des-Prés, il commence à rencontrer des acteurs et des actrices qui lui disent « Bon, avec ta gueule, tu devrais faire du cinéma. » Et là, il va à Cannes avec, je crois que c'était avec Jean-Claude Brialy, je crois qu'en 1957. Et là, il est repéré par un agent qui lui fait faire un bout d'essai avec Selznick, le producteur d'Autant n'emporte le vent, rappelons-le. Et donc, il va faire le bout d'essai, il se fait offrir un contrat, mais on lui demande donc d'apprendre l'anglais, de perfectionner son anglais, et il dit que oui, bon, qu'il va perfectionner son anglais, mais finalement, il signera pas de contrat, il va rester en France. Il rencontre, en 1957, il rencontre la femme d'un réalisateur, Yves Allégret, qui lui obtient son premier rôle au cinéma. Donc, ses premiers rôles, c'est des rôles de jeune premier que lui-même trouve plutôt fades, plutôt insignifiants. Mais donc ça va durer de 57 à 59. Et en 1959-60, là, il obtient deux de ses premiers rôles les plus marquants. Plein Soleil de René Clément, dont Jérémy va vous parler plus en détail tout à l'heure, et Rocco et ses frères de Visconti. Donc, il avait déjà eu un premier rôle, mais là, dans Plein Soleil, il se bat pour avoir le rôle de Ripley, donc de l'assassin. Il sent qu'il avait été casté d'abord pour être la victime, et il sent qu'il serait parfait pour faire l'assassin. Il se sent suffisamment inquiétant pour faire l'assassin. Et donc, ça, c'est en 59-60. En 1960, c'est Rocco
Nico et ses frères, où il fait le rôle d'un provincial qui monte à Milan, un boxeur. Donc là, c'est un personnage très complexe, un mélange d'arrogance, de fragilité. Tout le monde salue une performance assez extraordinaire. Et donc là, il est vraiment sacré, une nouvelle, superstar du cinéma européen. Et là, à partir de cette époque-là, il va alterner entre continuer des rencontres avec des grands réalisateurs et commencer à faire du cinéma plus populaire. Par exemple, un premier film avec Jean Gabin, qui est une de ses idoles. Il va tourner avec Antonioni, L'Éclipse. Il va tourner encore une fois avec Visconti, Le Guépard, qui est un de ses grands films aussi. Et en 1964, il commence des activités aussi de producteur. Il va produire un film d'un réalisateur très singulier dans le cinéma français, un film d'Alain Cavalier qui s'appelle L'Insoumis. Je vais en reparler un peu plus tout à l'heure. Après, vers 1965, il retourne à Hollywood, tenter sa chance. Il se fait offrir des rôles plus ou moins intéressants. Et finalement, il ne restera pas très longtemps, mais bon, un de ses fils naît à Hollywood. En 1967, il commence sa collaboration avec Jean-Pierre Melville, qui va être un réalisateur très important pour lui. Et là, donc, c'est pour le film Le Samouraï. Et là, c'est la création d'un personnage qui va devenir vraiment iconique, qui va être, suivant les films, soit un policier ou un criminel, mais toujours un personnage muré dans le silence et dans la solitude, froid, stoïque, mais qui suit un code d'honneur très strict. Et ça va être utilisé, ça va être repris par plein de cinéastes dans les décennies à venir. En 1968, là, un autre intermède, une affaire avec la justice, l'affaire Markovic, donc son ancien garde du corps et secrétaire, est retrouvé mort dans un dépotoir, je pense. Et donc, cet homme-là avait écrit à son frère, donc c'était un Yougoslave qui sortait de prison, qui avait été engagé par Alain Delon et sa femme. Il avait écrit à son frère que s'il lui arrivait quelque chose, il faudrait chercher du côté de AD et de telle autre personnalité connue. Donc là, ça semblait vraiment l'incriminer directement. Donc là, il est convoqué par la police, interrogé, même placé en garde à vue. Ça a été une histoire de chantage, que Markovic avait des photos compromettantes. Mais je pense que peut-être vous connaissez l'affaire plus en détail. Apparemment, il y aurait eu l'implication de la femme du premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, qui serait plus tard président de la République, l'impliquant dans des parties fines, etc. Ouais. Mais bon, on n'a jamais vraiment su exactement ce qui s'était passé par rapport à ça. Donc c'est ça, sa fréquentation à la fois des truands et des policiers qui continuent. Commence à diversifier ses activités aussi, il devient collectionneur d'œuvres d'art. Il s'occupe aussi de chevaux de course. Il devient un peu promoteur aussi de matchs de boxe. Bon, il fait différentes choses à partir de ce moment-là, mais il continue évidemment surtout le cinéma. Comme acteur et comme producteur, en 1970, il fait un film, il produit un film avec l'autre idole masculine du cinéma français, Jean-Paul Belmondo. Donc là, c'est vraiment le contraste. Belmondo est la figure vraiment solaire, charismatique d'une façon, disons, positive, et Alain Delon plutôt le ténébreux. Et le film va avoir un très gros succès. Et donc, comme producteur, il va continuer à, d'une part, produire une série de films policiers, mais comme il le dit lui-même, des films policiers qui lui permettent souvent d'investir dans des projets plus ambitieux, plus risqués, comme un film qui s'appelle Le Professeur de Valerio Zurlini, un réalisateur italien, et surtout Monsieur Klein de Joseph Losey, dont Odile va vous parler tout à l'heure. Donc, il dit d'une façon assez amusante dans une interview, il dit « Flick Story ou Paroles de flic, je les faisais en me brossant les dents. Pour Monsieur Klein, il faut que je me concentre un peu, que je compose. Sinon, pour filer un coup de pied dans une porte et tirer un coup de revolver, je n'ai pas besoin de me concentrer. » Donc, pas de méthode acting. Ouais, c'est ça. Ça lui vient tout naturellement. Mais donc, c'est ça. Il y a un côté donc ambitieux aussi dans ses productions. Dans les années 80, il continue donc une longue série de films policiers, mais en alternant aussi parfois avec des films plus hors normes. Par exemple, il joue dans Un amour de Swann, adaptation de Proust, qui n'est pas très bien reçue par la critique, mais son interprétation est quand même saluée. Il fait le rôle de Charlus, donc dans ce film-là. Et puis, summum de la bizarrerie, il y a le célèbre film de Bernard-Henri Lévy, en 1990, je pense, Le jour et la nuit. Dans les années 80, il crée un peu la controverse. Bon, c'est un homme de droite, mais tout le monde le sait, mais bon, il déclare son amitié pour Jean-Marie Le Pen. Il dit, bon, que
dans le programme de Le Pen, bon, il y a des choses avec lesquelles il est d'accord, des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord, mais quand même, il a produit des films d'une autre sensibilité, par exemple L'Insoumis dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un film des années 60 qui parle de la guerre d'Algérie, et le point de vue du film est plutôt favorable au FLN, donc au mouvement révolutionnaire algérien. Il a collaboré avec Joseph Losey, qui est donc un homme de gauche, donc qui a été qui s'est exilé des États-Unis à l'époque du macartisme. Donc, il y a quand même des nuances à faire, mais bon, là, l'amitié avec Le Pen, c'est... C'est peut-être avec l'âge qu'il a viré un petit peu d'un côté pas très ragoûtant. Il a tourné au vinaigre. Ouais, et par rapport à son amitié avec une autre icône du cinéma français, la fameuse Brigitte Bardot. Bon, ce qui les reliait aussi, c'était l'amour des animaux, ces deux-là. Mais bon, c'est peut-être ça en fait, qui préférait les animaux aux gens. En effet, mais c'est vrai qu'il se reconnaissait plus dans la France, disons, post-années 80, on va dire, même, on peut pas aller très très loin, hein, parce qu'il était déjà, il me semble que dans les années 90, il était déjà nostalgique des années 70, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pas su se renouveler, c'est quelqu'un qui a pas vécu à l'aise disons, dans d'autres époques que son époque dorée. Oui. Et par rapport à ces films, vous me dites si je me trompe, mais il me semble qu'on ne l'a jamais vu, par exemple, avec des cheveux un tant soit peu longs ou un peu la vibe. Non, c'est pas son genre. Ça, c'était pas son genre. Vraiment c'est pas vrai, son genre. Hein? Ouais. Ben, on peut souligner quand même, ouais, c'est ça, très à droite, mais pas complètement extrême droite. Bon, là, par exemple, en 2020, au moment des élections américaines, il a dit, il appuyait pas Trump. Il choisissait Biden plutôt que Trump. Mais bon, il est pas non plus climato-sceptique. Il a signé une tribune dans un journal qui demandait, c'est ça, au gouvernement d'agir plus pour protéger le climat. Mais c'est ça, d'une façon générale, comme tu as dit, Jérémy, il est très nostalgique et il a fait des déclarations, par exemple, contre le mariage pour tous. C'est ça, il est très conservateur. Il a eu quelques saillies à la télévision qui l'ont... C'est ça, en fait, c'est un peu difficile hein, quand on a une icône comme ça, parce que on a sa propre vie et puis on a le portrait qu'embrassent les autres. On a donc cette superposition qui est constante. Et c'est vrai que moi qui suis un enfant un adolescent dans les années 90, on avait les Guignols de l'info. Et les Guignols de l'info, un des personnages les plus marquants et les plus importants, c'était Alain Delon qui parlait de lui-même à la troisième personne. Chose qui me semble qu'il a vraiment fait d'ailleurs dans quelques interviews de toute façon. Mais ça, il l'expliquait. Ouais, il a dit à Bernard Pivot, c'était moi producteur qui disait, je voulais engager Delon l'acteur. Ouais, c'est ça. Ben bon, c'est peut-être juste pour particulier quand même. Mais... Quoi qu'il en soit, c'est des choses qui vous collent à la peau. Ouais. C'est-à-dire que ça martelait parce que donc les Guignols de l'info ça passait tous les jours et ça martelait tous les jours sur Delon et notamment la rivalité Delon-Depardieu. Qui était souvent souligné, donc le côté vieux ringard de Delon pour Depardieu, chose qu'il est devenu après, de toute façon, Depardieu. Ouais, Depardieu. Ouais, actuellement, je crois que... C'est un personnage qui a, en tout cas, terminé sa vie, apparemment, si on en croit les ragots, dans une solitude quasi absolue. Ouais. Pour finir mon survol, juste encore... des petites choses sur les années 80-90. Dans les années 80, il a encore deux grands rendez-vous cinématographiques. D'abord avec Bertrand Blier, Notre Histoire en 1984, où il fait... donc là, il fait un anti-héros, mais vraiment différent de ses personnages habituels. Personnage perdu, mais bavard et fatigué. Et comme dans les films de Blier, un personnage...
totalement décalé. Et donc, il reçoit le César du meilleur acteur pour ce film-là. Et quelques années après, en 90, rencontre au sommet avec Godard. Il dit qu'il a accepté le film parce que vous êtes Godard et que je suis Delon. Et un critique dit un résultat magnifique et abscon, comme souvent pour Godard. Et là, il fait un personnage fragile, vieillissant. Donc, bon, d'une part, il continue à faire des films policiers, mais dans d'autres rôles, il se présente comme, tel qu'il est. Il commence à vieillir. Dans le film, d'ailleurs, on lui demande, dans une scène, on lui demande « Tu fais quoi ?» Il répond « Je fais pitié ». Et finalement, bon, à la fin des années 90... À la fin des années 90, il annonce sa retraite du cinéma, mais il va en faire encore quelques films, notamment... il fait le rôle de Jules César dans Astérix aux Jeux Olympiques, où il s'auto-parodie avec de bonne grâce, avec bonne humeur. Et dans les années 2000, bon, il fait quelques rôles à la télé, encore des rôles de policiers, une série qui va très bien marcher et une autre série qui va moins bien marcher, donc il prend sa retraite de la télé aussi. Et finalement, dans les années 2010, homme de famille, malgré son côté solitaire, en 2011, il commande un duo au théâtre pour père et fille qui va jouer avec sa fille Anouchka. Et donc, il va faire des tournées avec cette pièce-là. Et finalement, en 2019, il reçoit une palme d'honneur du Festival de Cannes. Il s'adresse au public, il est très émotif, ça a été dénoncé par un collectif féministe qui a dit qu'il était misogyne et homophobe, etc. Mais donc, c'est la grande reconnaissance à la fin de sa carrière. Et finalement, les dernières années sont assez difficiles. Il fait un AVC en 2019 et c'est assombri aussi par des désaccords et des conflits entre ses enfants à propos de comment on prend soin de lui, conflits aussi à propos de l'héritage, enfin, toutes sortes de chicanes de famille assez déplaisantes. Oui, jusqu'à assez récemment, il y a eu toute une polémique par rapport à sa femme de compagnie, ou je crois que c'était ça, non ? Une japonaise je crois que c'était les enfants qui accusaient cette femme de vouloir lui soutirer une partie de sa fortune. Ouais, c'est ça. Et elle-même les a poursuivis en justice pour calomnie. Oui, donc sa fin de vie n'a pas été très drôle, je crois. Et aussi par rapport à un de ses enfants qu'il n'a jamais reconnu. Harry Boulogne. Oui, qu'il avait eu avec Nico. Et qui est le portrait, c'est le fils qui lui ressemble le plus, c'est celui qu'il n'a pas reconnu. Ouais. Et qui a été élevé par sa mère. Sa mère. Uh-huh. Par la mère d'Alain Delon. Par la mère d'Alain Delon. Qui porte son nom d'ailleurs, Boulogne, non ? Et il me semble que Boulogne, c'est le nom du beau-père. C'est le nom du charcutier. Ah oui. Mais parce que la mère, Nico, est décédée. Elle est morte assez jeune, dans les années d'une overdose d'héroïne. Non, quelque chose comme ça. C'est très étrange d'imaginer un couple Nico-Alain Delon. C'est comme, je sais pas, c'est comme deux extrêmes opposés. Je pense qu'on a tous vu l'interview de ce jeune homme à l'époque, quand il passait à la télé, d'Harry Boulogne. Avec ce visage qui était vraiment identique à celui d'Alain Delon. Et puis cette tristesse dans la voix. Et puis il a très très mal fini, ce fils d'Alain Delon non reconnu, vu que il n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit dans sa vie. Il a terminé malade, pauvre, dans la misère. Enfin, c'est vraiment terrible, quoi. Et Alain Delon, jusqu'au bout, ne l'aura pas reconnu. Il meurt d'ailleurs 3 ans avant lui, je crois. Oui, c'est étrange quand même. Mais tu vois, quand on parle un peu d'un personnage comme ça, controversé, moi c'est tout de suite l'image de Citizen Kane qui me vient, donc de ce film d'Orson Welles, de Citizen Kane, qui me vient à l'esprit. Parce que voilà, c'est le grand mystère, quoi. Ouais. Donc comment connaître la vie Voilà, donc là on repart en arrière, on essaye de comprendre, on redécouvre des trucs. Et puis alors lui, c'était, chez Orson Welles, c'était Xanadu. Là c'est Doucy dans le Loiret, qui était donc son manoir jusqu'à la fin, puisqu'il est enterré. Il a obtenu une permission un permis de la préfecture, pardon.
qui a permis à la famille de l'enterrer dans sa propriété. Et alors, il paraît que c'était complètement sanctuarisé, c'est-à-dire qu'il habitait là-dedans. Genre, les papiers peints n'avaient pas changé depuis les années 70, qu'il y avait encore tous les portraits, enfin, c'était vraiment un endroit où le temps s'était figé. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'imagine bien Delon vivant comme ça, dans un espèce d'instantané, dans un Polaroid. Ouais, et qu'il avait des dizaines d'armes à feu qui ont été retrouvées aussi après sa mort. Ça, c'est... Alors, pour quelqu'un qui aime les animaux, on peut imaginer que c'était pas pour les animaux. Ouais, c'est... Oui, il voulait d'ailleurs que son chien soit enterré avec lui. Vivant, non euthanasié pour... Oui, c'est drôle d'amour quand même. Hein ouais. Oui, c'est ça. Il voulait que son chien soit euthanasié pour qu'il soit enterré avec lui, ce qui est quand même, pour quelqu'un qui aime les animaux, c'est quand même assez paradoxal. Mais parce je sais pas, il devait penser que personne ne pourrait s'occuper de son chien aussi bien que lui. Ouais, c'est comme vouloir mourir à deux, non? Mais que, je sais pas, comme les pharaons, non. Comme les pharaons. Comme les pharaons ou les empereurs chinois qui se faisaient enterrer. Qui voulaient que toute la cour meure en même temps que lui. Ça rajoute de la mythologie, du Xanadu, quoi, des espèces d'endroits comme ça, absolument dans la démesure. Quoi. Le mythe. Ça crée le mythe. Voilà, c'est ça, c'est une petite couche qui se superpose à cette figure d'Alain Delon. Mais il s'était réfugié en Suisse aussi à une époque, je ne sais plus exactement. Ah, il a été exilé fiscal. Oui, alors bon, c'est que la Suisse accueille avec beaucoup de bienveillance les gens qui ont de l'argent. Les gens qui ont de l'argent. Ça n'a rien à voir avec... Puis c'est les paysages surtout qui attirent, je pense. Oui, bien sûr. Non, mais parce que la Suisse fait des conditions spéciales. Il n'est pas le seul, cela dit, à sa décharge. Non, non. Il y a un paquet de gens riches, célèbres, riches ou célèbres qui s'exilent. Oui, parce que Delon a obtenu, il a demandé la nationalité. Il ne s'est pas seulement exilé, mais il a aussi demandé la nationalité qu'il a obtenue. Mais j'espère qu'il a passé l'examen comme tous ceux qui demandent. Alors j'espère qu'il ne faut pas chanter l'hymne suisse parce que c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué, c'est que personne ne le connaît. Voilà, justement, c'est pour ça que c'est compliqué. Très bien, donc on rappelle que Odile, tu as la nationalité suisse. Donc tu es double compatriote d'Alain Delon. Exactement. Vous partagez les mêmes nationalités. Je suis comme lui. Voilà. Un peu moins ténébreuse, et Godard aussi. mais... Donc Patrice, on a donc fait le tour de la biographie en clair-obscur d'Alain Delon. Ouais, c'est vraiment c'est ça, c'est fascinant parfois comme un roman policier, sa vie. Alors il paraît que ses enfants étaient convoqués par Alain Delon. C'est-à-dire qu'ils venaient pas le voir comme on irait voir son père ou quelqu'un de la famille, mais on était convoqués par Monsieur Delon. Sympa comme ambiance à la famille. Mais bon, son premier, qui en fait était le deuxième, maintenant je ne sais plus très bien. Le plus vieux, c'est Anthony Delon. C'est Anthony ou c'est Harry? Anthony, je pense. Ouais. Ah, c'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression que Harry est né avant Anthony. J'ai l'impression que Anthony est né vers les années 64-65, un truc comme ça, et que l'histoire avec Nico, c'était avant. Mais bon, quoi qu'il en soit... Anthony a parlé de son père dans des termes vraiment, c'est horrible. Il les deux enfants, parce qu'il y a Anouchka aussi. Et l'autre. Oui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le plus jeune, Fabien. L'autre garçon. Alain Fabien. C'est ça. Okay. Mais en tout cas, Anthony a raconté des choses sur son père, de comment il le traitait. C'était vraiment, ça touchait à la maltraitance sur les enfants. Je pense que Anouchka, c'était un petit peu comme un autre amour de sa vie et qu'il l'a traité totalement différent. Elle est arrivée tard dans sa vie aussi, mais en plus c'était une fille. Peut-être qu'il n'y avait pas la question de compétition, peut-être qu'il craignait ça. Il dit « Ouh là là, mes fils sont aussi beaux que moi, ils vont me surpasser » ou j'en sais rien, peut-être qu'il a eu...
Mais c'est curieux parce que ça fait partie justement de ces personnalités qui, dans les années 70, étaient considérées justement comme porteurs de par leur charisme, de par leur attitude, etc. Et qui aujourd'hui sont décriées. C'est-à-dire que Alain Delon, c'est vraiment une masculinité qui n'existe plus aujourd'hui et qui n'est plus acceptable, disons. Mais c'est quand même une masculinité assez toxique, on va dire. Avec Delon, on a toujours cette frontière entre l'acteur et le personnage qui est un peu diffuse, qui est un peu difficile à cerner parfois. Parce que ces rôles, en fait, on s'imagine assez souvent que c'est lui, quoi. Il n'y a pas beaucoup de différence entre un personnage comme Ripley dans Plein Soleil et ce qu'il était à l'époque. C'est-à-dire un côté à la fois enfantin, éphèbe, et puis cette froideur, ce côté dur, hein, et cette masculinité, aujourd'hui, c'est plus vraiment le code, disons, qui séduit les foules. Mais c'était pas dans tous les films, comme je te disais tout à l'heure. Par exemple, dans Rocco et ses frères, il est très complexe, il est à la fois arrogant, mais très fragile. Il est vraiment... Mais enfin, t'as raison, dans la plupart de ces films, c'était plus monolithique, disons. Je pense que c'est parce que Visconti était derrière aussi à la barre et qu'il a voulu certainement le fragiliser et le montrer dans un côté un peu moins confortable pour lui. Ouais, il y a cette image. Ce sera pas le cas après. Hein. Ouais. Il y a cette image iconique d'une scène de Rocco et ses frères où vous devez vous rappeler de cette photo-là, il a un petit bandage sur le sourcil, il est comme de trois quarts, une larme qui coule et puis le noir et blanc qui magnifie sa beauté et tout. C'est une image très... Mais dans Rocco et ses frères, le côté physique est beaucoup plus exprimé de sa part parce que dans les autres films, s'il tire un coup de pistolet, ok, il tire un coup de pied. Comme il le dit lui-même, non, je mets un coup de pied dans la porte, bon, ok. Mais dans Rocco et ses frères, on sent l'énergie physique du personnage d'une manière différente, beaucoup plus exprimée, d'une manière plus évidente, non? Voilà, mais c'est la différence de réalisateur. Ouais, c'est ça. C'est vraiment important. Donc on va écouter Odile qui va nous parler de Monsieur Klein, un de ses rôles les plus respectables, je pense. Un de ses rôles les plus respectables, peut-être. Et pourtant, parce que c'est un personnage aussi qui est... un peu étrange. Hein. Un peu étrange. Alors, donc, film de Joseph Losey, comme l'a dit Patrice tout à l'heure. Metteur en scène américain, impliqué du côté du Parti communiste américain. Patrice a évoqué la question du macartisme. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'il est parti faire des films en France, en Italie aussi, si je ne m'abuse. Et en Angleterre. En Angleterre aussi. Et ce film, donc film de 1976. Donc, il a déjà Alain Delon a déjà une certaine carrière derrière lui. Et dans ce film, ça commence... Je vais juste vous raconter la première scène du film pour que vous puissiez comprendre de quoi on va parler. Première scène, on voit une femme nue, mais pas une Vénus sortant du bain, une femme de la rue, nue, devant un médecin qui lui ouvre la bouche pour voir comment est-ce qu'elle a la mâchoire, comment est-ce qu'elle a les dents, qui lui mesure le nez, l'espace entre le nez et la bouche, les oreilles, qui la fait marcher. C'est vraiment une scène très très forte pour commencer le film. Et ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est que on va parler des Juifs. On se trouve dans le Paris des années 40, précisément en 1942, avec l'occupation des Allemands et avec le début de la chasse aux Juifs. Donc, il y a la préfecture de Paris fait analyser des personnes pour savoir si elles sont ou non d'origine juive. Donc ça, c'est le début du film. Donc on se prend quand même une petite claque avec ça. C'est quand même assez dur. Et à partir de là, on se rend dans l'appartement d'Alain Delon qui porte le nom, et ça, c'est le titre du film, Monsieur Klein. Alain Delon s'appelle Robert Klein dans ce film. Et on arrive chez lui dans un super
superbe hôtel particulier avec sa petite gonzesse, entre parenthèses. Je ne sais pas si vous connaissez Juliette Berthaud. Non, Juliette Berthaud qui joue justement sa petite copine un petit peu bébête dans le film, a été l'égérie de Rivette et de Godard Tambien aussi, pardon. Et vous connaissez pas la chanson d'Yves Simon qui s'appelle Au pays des merveilles de Juliette? Non, ça vous dit rien? Je la chante ou j'évite? Au pays des merveilles de Juliette. Non? Ah, bon, je suis un petit peu plus âgée que vous, les petits pères, ça doit être pour ça. Juliette Berthaud, qui a été égérie de réalisateur de la Nouvelle Vague et qui aussi est devenue réalisatrice par la suite. Donc, on arrive dans l'hôtel particulier de Monsieur Robert Klein, qui est en train d'acheter un tableau à un monsieur. Et on commence à comprendre que le travail de ce monsieur, c'est d'acheter à vil prix des tableaux ou des objets ou des choses à des juifs qui essaient de faire de l'argent pour pouvoir s'échapper, sortir du pays, parce qu'ils sentent bien que l'atmosphère est en train de devenir sérieusement pesante et puante. On commence à comprendre que certainement, on va parler un petit peu de la question juive. Évidemment, si on est un petit peu habitué, on peut penser que Klein est un nom de famille qui peut être juif. Non? Parce que Klein en allemand, qui veut dire petit, les juifs, une partie des juifs venant des pays de l'Est, les juifs ashkénazes. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et donc on voit ce monsieur Klein qui nous est pas très sympathique de par son travail. Donc voilà, le monsieur a vendu son tableau, il ouvre la porte, Robert Klein ouvre la porte à ce monsieur pour qu'il sorte de son superbe hôtel particulier. Et par terre, il y a un journal. Et le monsieur se penche, ramasse le journal, il dit « c'est votre journal ». Et il est écrit sur le journal, le titre du journal, c'est « Les infos juives ». Et Robert Klein se tourne vers le monsieur et me dit « Non, c'est vous qui avez dû le laisser tomber, il n'est pas à moi ». Et le monsieur en question sort de par-dessus son propre journal. Et c'est là que vraiment on a la confirmation que ce monsieur est juif et qu'il était venu vendre son tableau. Et Alain Delon, Robert Klein, se dit mais pourquoi? Moi je suis absolument pas juif. Pourquoi est-ce qu'on m'a mis devant ma porte ce journal? Et à partir de là, vont s'enchaîner toute une série d'événements très, très, très bizarres. Et ce Robert Klein, parce qu'on découvre qu'en fait, il a un homonyme et que cet homonyme essaie de faire que Robert Klein, Alain Delon, se reprennent l'identité de l'autre Robert Klein. Alain Delon, Robert Klein commence à se poser des questions et à se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il m'arrive un tas de choses très très bizarres. Apparemment, cette personne, cet homonyme veut faire que moi je sois lui. Mais déjà là, on sent l'atmosphère kafkaïenne. C'est vraiment kafkaïen comme ambiance. Parce que lui qui n'a jamais, à aucun moment, pensé qu'il pouvait être juif, en se retrouvant dans cette situation, dans le Paris de 1942, tout d'un coup, on a l'impression que s'insinue en lui un espèce de doute. Un doute d'un certain côté, de l'autre côté, pas vraiment, parce que
il est là à se dire non, mais moi, non, certainement pas. Non. Mais bon, par rapport à tous ces événements qui lui arrivent et qui l'entourent, et des gens qu'il rencontre, qui sont des relations, des connaissances ou des proches de l'autre Robert Klein, il rencontre ces gens et il finit par entrer dans une espèce de paranoïa. On a l'impression qu'il est un petit peu en recherche de sa vraie identité. Et pour ça, il va voir son père, qui se trouve en Alsace, pour lui demander les certificats de naissance de ses grands-parents, parce que les Allemands demandent pour la confirmation qu'une personne est juive, qu'elle ait au moins 3 de ses grands-parents qui étaient juifs. Donc, en l'occurrence, il obtient 3 de ces certificats, il lui en manque un, qui l'attend, et vont se succéder toute une série d'événements qui vont finalement le conduire, je ne vais pas dire à quoi. Ce qui est fascinant dans ce film, c'est que on a vraiment l'impression qu'il ne sait plus qui il est vraiment. Et qu'à certains moments, on pourrait même se poser la question, mais est-ce que l'autre Robert Klein existe vraiment ? J'avais vu ce film, je ne sais plus exactement en quelle année je l'ai vu, mais je l'ai vu il y a très 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 longtemps, et je l'ai revu pour pouvoir faire cette présentation. Et il y a plein de détails au niveau du décor. Je n'ai pas parlé du décor, fait par Alexandre Troner. Ce monsieur, juste pour avoir quelques références, il a fait la déco de Quai des Brumes, Hôtel du Nord. Vous voyez un petit peu le genre de... Il n'utilisait pas beaucoup de couleurs, quoi. Non, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, effectivement. Alors, oui. Quand même, Delon dans ce film. Alors, Delon dans ce film, Delon. Moi, je dirais qu'il est égal à lui-même, très hiératique, un peu imbu de lui-même quand même de par sa profession, parce que c'est pas très joli, quoi. Il fait quand même de l'argent sur le dos des Juifs. Mais justement, de par le fait qu'il lui arrive toute cette histoire kafkaïenne, on pourrait se dire il va nous devenir un petit peu plus sympathique, et en fait pas, quoi. Je suis vraiment désolée. En tout cas pour moi, je sais pas, vous l'avez vu, vous l'avez revu. Mais le personnage est comme ça, non ? Oui, tout à fait. Le personnage est comme ça, pas sympathique du tout, et il le fait très bien du coup. Oui, voilà. Et puis, d'autant plus qu'il était lui-même collectionneur d'œuvres d'art. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a un petit côté spéculaire, là. Il y a un petit côté, un effet vache qui rit. En tout cas, il paraît que ce film l'a énormément touché et qu'il a considéré vraiment que c'était un devoir absolu de le faire. Ouais, c'est lui le producteur d'ailleurs. Hein. Le film s'est fait grâce à lui. Ouais. Donc souvent on cite ce film, je sais que la droite cite souvent ce film pour dire mais non, vous voyez bien que Alain Delon n'est pas du tout un droitard puisque il a fait Monsieur Klein, donc vous comprenez bien que bon, oui, effectivement ils ont raison. Ils ont raison, c'est vrai qu'il est pas de la droite antisémite. Ça, on n'en a jamais douté, je pense. Ouais. Mais bon, il y a quand même un spectre assez large. Non, mais bon, c'est ça je crois qui est compliqué avec Alain Delon, c'est que entre les personnages qu'il interprète et sa propre personnalité, on n'arrive plus vraiment à discerner et à faire une différence. Hein. Et ça, c'est toujours problématique quand on parle d'une personne célèbre, hein, que ce soit un écrivain, que ce soit un acteur, que ce soit etc. Et est-ce qu'il faut dissocier complètement C'est un débat. Je ne sais pas si c'est hyper intéressant comme débat, mais en tout cas, bon, on est obligé de souligner, en l'occurrence pour Delon, on est obligé de souligner sa part d'ombre et sa part de lumière. Et justement, parlons maintenant, enfin si tu me le permets, Odile, parlons maintenant de Plein Soleil. Donc je vais pour éclairer un petit vous peu. Présenter, alors pour éclairer, mais justement, alors tout en demi-teinte, hein, c'est vraiment le cas de le dire, parce que là, on est face à un film qui est d'une beauté qui est vraiment sublime. Et c'est un peu le contraste entre ces décors magnifiques qui sont quasiment tous filmés à ce qu'on appelle l'heure dorée pour les photographes, c'est-à-dire que c'est un moment où vous avez cette lueur orangée qui emplit
absolument tout. Donc il n'y a plus ce fort contraste entre ombre et lumière, et on a donc une espèce de lumière diffuse orangée qui est magnifique et qui donne les meilleures photos et la meilleure photographie dans le cinéma. Donc tout le film quasiment est filmé sous cette lueur, et on a une douceur dans le traitement de l'image. On a ces personnages qui évoluent, qui sont des personnages de la jeunesse dorée et qui sont traités dans un velouté avec un camailleux de bleu, un camailleux de jaune. Vraiment, si vous vous rappelez, pour Hergé, on parle de la ligne claire, donc du fait qu'on n'a pas ces grosses lignes noires là, qu'on utilisait normalement dans la bande dessinée ou qu'on retrouvait dans les dessins. Et là, on peut dire qu'il y a vraiment une ligne claire dans ce film. Il n'y a rien comme ça qui jure. Tout est millimétriquement, parfaitement calculé dans l'image. Et alors pourquoi est-ce que j'insiste sur cette douceur et ce côté velours pour l'image ? C'est parce que justement, ce que le réalisateur, donc René Clément, va nous montrer, c'est un homme qui est dans le clair-obscur, qui est à la fois apollonien par sa beauté, et c'est vraiment ce sur quoi le film se concentre, plein soleil, donc la figure apollonienne, Phébus, et puis par ailleurs, on a cette noirceur qu'il contient en lui et qui se manifeste par son ambition. Une ambition démesurée. Il va pouvoir la réaliser, cette ambition, puisqu'il a une opportunité, il a une occasion, de par la proximité avec la richesse, il va avoir l'occasion de pouvoir changer, de pouvoir adopter une autre vie. Alors, de quoi on parle exactement ? On parle d'un richissime américain, vu que ce sont des personnages américains, qui sont en vacances en Italie, et même en vacances extrêmement prolongées, vu que sa famille le recherche. Et donc, la famille décide d'embaucher un petit jeune à San Francisco, qui vont envoyer en Italie pour retrouver ce jeune homme. Alors, comme il est malin, alors il y a un jeu d'ailleurs, c'est un jeu ambigu, je dirais, avec ce qu'on appelle maintenant du crypto-gay entre les deux personnages masculins, et on sent bien que les deux savent qu'ils sont en train de vivre une farce, et les deux en jouent. C'est-à-dire que ce personnage riche, quand il voit ce jeune homme arriver, alors ça c'est hors champ vu qu'on ne le voit pas dans le film, mais apparemment il l'accueille les bras ouverts, puisque on a plein de scènes en fait, un peu comme Paris est une fête, un peu la grande époque de Paris mais en Italie, avec ce genre de personnages extrêmement riches qui font la fête avec le champagne, les femmes, les machins, enfin voilà, et les voitures. Et puis le yacht. Et donc il va accueillir ce jeune homme qui est censé venir le voir pour le ramener dans sa patrie. Mais on se rend compte qu'il y a un petit problème quand même, parce qu'au lieu d'avoir été honnête totalement, il se fait passer pour un ami. Il se fait passer pour un ami de longue date, même un ami d'enfance. Et donc il y a une espèce de proximité. Ils sont tous les deux beaux. Ils sont très proches finalement. Quasiment rien ne les sépare. Peut-être les vêtements. On a quand même un jeu avec les vêtements. C'est-à-dire que tout à coup, cette ambition, elle se cristallise dans les vêtements. C'est-à-dire si je pouvais me mettre à la place de cet homme, et si je pouvais porter ses vêtements, et si je pouvais porter ses chaussures. Voilà. Et là, tout à coup, l'imagination se met en route, l'ambition se met en route. Et qu'est-ce qui manque ? Il manque justement la possibilité de supplanter l'identité de cette personne pour pouvoir vivre la vie à sa place. Et pouvoir combler tous ses désirs et tous ses rêves les plus incroyables. C'est-à-dire cette personnalité apollonienne, cette personnalité resplendissante, ce qui lui manque finalement, c'est l'argent. Pour pouvoir être totalement autonome et retrouver une certaine solitude aussi. Parce qu'on sent bien que c'est un personnage quand même qui est assez solitaire. Au milieu, il y a évidemment une fille. Moi, je trouve qu'elle est pas... elle est importante parce que, elle rajoute une tension dans la deuxième partie du film de savoir est-ce qu'il va être reconnu ou pas. Mais à part ça, c'est vraiment le duo de ces deux jeunes hommes, la première moitié du film, et après, la deuxième moitié du film, c'est que Alain Delon. C'est que lui. Et alors là, il faut dire, c'est son premier rôle et il est resplendissant. Il est vraiment magnifique. Cette teinte orangée sur son corps. Alors il est tout le temps, évidemment, il est tout le temps torse nu. Cette teinte orangée sur ce corps, le yacht, la mer bleue, et puis ce qu'on appelle du duotone, c'est ces deux couleurs orange-bleu qui sont parfaitement complémentaires. Vraiment, il est très très beau dans ce film. Et son jeu d'acteur
il est en accord avec ce qu'on lui demanderait pour ce film-là. C'est-à-dire, voilà, il joue le beau gosse, un beau gosse qui est ambigu, qui est à la fois obscur et clair, qui est très très ingénu parfois, et puis d'autres fois complètement tordu. Et surtout, on voit, c'est vraiment le film de l'opportunisme, c'est clairement ça. Donc voilà, Plein Soleil, un film que nous vous invitons à voir. Alors je sais pas, il allait être projeté ici à l'Alliance aujourd'hui. Je crois que c'est jeudi, non? Jeudi. Voilà. Puisque la semaine dernière, c'est Le Samouraï qui a été projeté. Ouais, on espère que vous l'avez vu. Bon, Plein Soleil, juste préciser, je sais pas si tu l'as pas dit, Patrice, non, tiré d'un roman de Patricia Highsmith. Qui a été réadapté après avec Matt Damon, notamment. Dans les années 90. Bon, alors, mais bon, c'était pas un film aussi marquant que d'autres films de ce réalisateur-là, mais je trouvais que c'était bon quand même. Ils ont conservé le côté crypto-gay, justement, qui est assez... Même chose dans la série, tu sais, il y a une nouvelle adaptation sur Netflix qui s'appelle Ripley. Et là aussi, c'est assez réussi, la relation. C'est vraiment ambigu. C'est vraiment ambigu. On le sent vraiment, quoi. Ouais. Peut-être plus dans l'adaptation des années 90, d'ailleurs. Mais bon, là, Plein Soleil, je veux dire, en tant que spectateur, on devient gay, parce que c'est vrai qu'il est beau, quoi. Donc, voilà, quoi. Ça va au-delà, ça crève l'écran, quoi. Ça nous emporte. Bon, très bien. Donc voilà pour Plein Soleil. Alors juste un petit mot très rapide sur Le Samouraï. Quel film! Ouais. Et puis, on a certes Alain Delon qui joue, mais on a aussi son impair, qui est un personnage à part entière. L'impair et le chapeau. Ah oui, l'impair et le chapeau sont des personnages à part entière qui, tout à coup, se dissocient et se rejoignent de temps en temps. Mais c'est vraiment incroyable, quoi. Voilà, quoi. Il n'existe pas sans son impair. Comment ça s'appelle? Un Borsalino, je pense? Oui. Ce genre de chapeau? Oui. Ouais, Borsalino. Et puis, il fait toujours... il a toujours ce mouvement de lisser le rebord du chapeau. Ouais. C'est très cinématographique, mais les fois où j'ai porté des chapeaux, j'ai essayé de faire la même chose et ça n'a aucun sens en fait. C'est visuel depuis l'extérieur, mais ça n'a strictement aucun sens. Tiens, je suis en train de penser, comme on parle du samouraï, donc Japon. On voit d'ailleurs au début du film une citation du Bushido, le code d'honneur des samouraïs. Et Alain Delon a été une idole au Japon et incroyable, totalement. Incroyable. Et je me souviens que, parce que j'ai un petit peu vécu au Japon, quand j'y suis arrivée, il y avait des cinémas qui passaient des films d'Alain Delon. Juste Alain Delon. Et j'ai été étonnée parce que je ne l'aurais pas imaginé. Il y a plein de mangas où les personnages sont inspirés d'Alain Delon. Je sais que ça c'est une réalité, mais il y a aussi plein de films. Donc très rapidement pour l'héritage aussi, beaucoup de réalisateurs se sont inspirés de films où jouait Alain Delon et c'est resté quand même une figure assez intéressante. Alors je pense que honnêtement, je sais pas si c'est pas quand même cantonné aux années 70 et je suis pas sûr que la figure d'Alain Delon ait vraiment résisté au temps en fait, son personnage. Je sais pas non, je crois pas non plus. Non, les années 60-70. Non, mais pourtant beaucoup de cinéastes comme Tarantino et des cinéastes justement. Mettons de Hong Kong se réclament de ce genre de personnage-là, John Woo. Mais on retiendra plutôt justement aujourd'hui les personnages de Tarantino inspirés, ou de John Woo, c'est-à-dire ils sont autonomisés quoi finalement. Odile, tu dois nous quitter. Merci infiniment. Désolée, je serais bien restée un petit peu plus longtemps avec vous, mais de toute façon, on va conclure. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Bon, Patrice, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter sur Alain Delon? Vous n'êtes pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment, je crois qu'on a fait le tour. Alors on a dit ce qu'il fallait et ce qu'il fallait pas. On a spéculé, mais c'est normal, c'est une icône. Et puis le mieux, c'est que vous fassiez votre propre idée. On vous invite donc à voir toute la filmographie d'Alain Delon, même les gros nanars.
On n'a pas parlé des nanars. C'est vrai. Il a des nanars il y en a un qu'il a dirigé lui-même, non? Qui s'appelait. Ouais, il a réalisé des films dans les années 80. Voilà, c'est ça. Donc il a fait des. Le premier s'appelle Pour la peau d'un flic. Voilà. Il a dit que tous les films où il y avait le mot flic, ça faisait toujours de l'argent, donc ça marchait toujours. Voilà, c'est ça. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que bon, ce sont des films misogynes, violents. Il a un personnage qui sont vraiment insupportables. Enfin, il y a aucun attachement possible à ces personnages, quoi. C'est vraiment, il reste plus finalement que le côté sombre et désagréable d'Alain Delon, quoi. C'est-à-dire tout son côté solaire. Oui, parce que je parlais tout à l'heure dans le film, pardon, j'ai oublié de. C'est vrai que j'ai pas conclu, mais enfin en disant, en parlant d'Apollon, son côté apollonien, etc. Ouais. Il y a aussi le côté dionysiaque très clairement chez Alain Delon et qu'on voit dans Plein Soleil petit à petit se développer. Et c'est vrai que quand on voit les nanars avec Alain Delon, enfin ils sont même pas sympathiques. C'est pas des, à la limite c'est à la frontière entre le navet et le nanar, quoi. C'est-à-dire c'est le navet, c'est vraiment décevant. On regarde ça et c'est une purge. Et le nanar, il y a un petit côté, quand même, tu peux regarder ça entre amis avec une bonne bière et puis tu es sûr que tu vas passer une bonne soirée, quoi. Là, les nanars d'Alain Delon, c'est quand même difficile, hein. Ils sont pas très rigolos, quoi. Trop déplaisant, le personnage principal. Il se prend très au sérieux, malgré tout, quoi. Il n'y a aucun second degré dans... Ouais, c'est vrai. Voilà, donc il a fait aussi son incursion dans il s'est aussi baladé dans la sphère, la nanarosphère. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Patrice. Ouais, merci à toi. À un très prochain épisode, on verra de quoi on parlera. Je crois qu'on avait évoqué la possibilité de parler de films québécois. Oui, c'est ça. Je vais te proposer. On va essayer de trouver quelque chose. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve à très bientôt pour un autre épisode de Con Acento Francés.